Cette condition pour laquelle M. Nguesso a fait tuer au moins 60 Congolais. Vous comprenez qu'il ne la respecte pas. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. 20 octobre 2015. Pointe-Noire est en ébullition. Des manifestations contre le projet de changement de la Constitution par référendum éclatent. Les forces de l'ordre réprimandent le mouvement dans le sang. Bilan, 20 morts par balle et des dizaines de blessés. Mbungu Mumbouari Gaston Richard, 22 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Selon le récit recueilli, Richard traversait l'avenue Marion Ngouabi avec 2 de ses frères. Il revenait de la parcelle de ses voisins où il était parti se laver. Il aurait alors reçu des balles tirées depuis un véhicule de marque Toyota BJ75 circulant sur la grande avenue Marion Ngouabi vers le fond de Tchétché, avec à son bord plusieurs hommes en armes coiffés de bérets rouges et noirs. Transporté à l'hôpital de Luangili, il mourut quelque temps après. Richard était cultivateur à Muboti. Il laisse une femme avec 2 enfants à bas âge. Loupé Lukembo Jean-Pierre, 31 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. D'après le témoignage recueilli, l'intéressé aurait reçu une balle tirée depuis un véhicule Toyota par des hommes en uniforme, au visage encagoulé, pendant qu'il traversait l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, au niveau de l'église kimbanguiste de Mpaka. Alerté, le frère aîné du défunt s'est dépêché sur le lieu du drame et le transporte ensuite au centre de santé de l'église évangélique du Congo, Mpaka, pour y recevoir les premiers soins. Jean-Pierre mourra quelques instants plus tard de suite d'une forte hémorragie. Il était agent de la société Asperbras et travaillait sur le chantier de construction de l'hôpital de Nanga. Il laisse 6 enfants et 2 femmes. Mounokiv Michel Vertu, 20 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Selon sa famille, Michel était sorti de son domicile au quartier Moulembo, Tchétché, pour aller visiter sa grand-mère en Mpaka 120. Il a été interpellé au marché de Fond Tchétché, aux environs de la clinique Mangembo, par des hommes en armes. Et ceux-ci ont ouvert le feu sur lui, le tuant sur le coup. Ses parents ont été informés par un riverain, témoin du drame. Michel était élève au centre professionnel des Salésiens de Don Bosco où il apprenait la soudure. Il laisse un enfant en bas âge. Hombesa Muyengo Saturne, 17 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Saturne faisait partie des manifestants qui marchaient vers la brigade de la gendarmerie de Mpaka. Pendant que les éléments de la force publique tentaient de les disperser, Saturne reçoit 2 balles dans sa cachette tirées par des hommes en uniforme au visage encagoulé. Il sera ensuite embarqué dans le véhicule de la police où il a trouvé la mort. Son corps sera déposé plus tard à la morgue municipale de Pointe-Noire. Saturne était élève en classe de 3e au CEG Pierre Tchikayo de Bampire de Mpaka. Nzaou Giscard, 33 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Il était sorti de chez lui dans la matinée du 20 octobre 2015 pour se rendre à son atelier de soudure suite à un appel des voisins, l'informant que des jeunes du quartier avaient pris ses outils de travail pour ériger une barricade sur l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, arrêt maternité. Arrivé sur les lieux, alors qu'il s'apprêtait à ranger le matériel de son atelier, il est atteint d'une balle tirée par un militaire béret rouge en faction à environ 300 mètres de son atelier. Sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue municipale par un béret noir en pleine patrouille qui le connaissait et qui informera ensuite ses parents du drame. Giscard était maître soudeur avec 5 apprentis et père de 2 petites filles. Nzoanzoa Frondry, 26 ans, célibataire sans enfant, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Dans la matinée du 20 octobre 2015, il était sorti de chez lui
quartier Vungu 1, pour le garage où il apprenait la mécanique. Puis il décida de retourner chez lui car la police était en train de disperser les manifestants. C'est à ce moment qu'il a reçu une balle sur le crâne à la station-service Puma de Vungu et tomba. Transporté par un groupe de jeunes à l'hôpital de base de Tchétché, il fut dirigé à l'hôpital Assisi car son état était critique. Il mourut en route. Son corps fut transporté à la morgue municipale de Pointe-Noire. Ses parents qui, ne le voyant pas revenir à la maison, entreprirent des recherches dans les commissariats de police et centres hospitaliers de la ville, retrouvèrent sa dépouille finalement le 24 octobre 2015 à la morgue. Nzaba Mbemba Moïse Galem, 30 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Il meurt sous les balles des militaires dans les événements du 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Ses parents ne seront autorisés à l'inhumer qu'après obtention d'un certificat consécutif à l'identification de son corps sur requête du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Musunda Mukala Grace Destin, 23 ans, père de 2 enfants, tué par balle le 20 octobre 2015. Sorti le matin du 20 octobre 2015 de chez son oncle, avec qui il vivait au quartier Vungu, Grace Destin ne reviendra plus à la maison. Les recherches entreprises dans les commissariats de police ont été vaines. Ses parents seront informés plus tard de son admission à l'hôpital Adolphe Cissé, au service de réanimation, de la journée du 21 octobre 2015. Il avait été atteint d'une balle sur l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, en Paka, tirée par des hommes en uniforme depuis un véhicule Toyota de marque BJ75 qui dispersait la foule. Il mourut que le 22 octobre 2015 vers 3 h du matin. Destin était stagiaire à la société Cédra Marine, au service informatique, société spécialisée dans l'envoi de la main-d'œuvre en mer. Un recours a été déposé le 24 octobre 2018 auprès du ministre de la Justice et des Droits humains. Il reste sans suite. Sur les 20 victimes des événements du 20 octobre 2015, seules 9 familles ont donné leur accord pour la publication de leur cas. Les 11 autres familles sont toujours dans la peur des représailles et de la résignation. Les victimes du 20 octobre 2015 n'ont pas été reconnues par les autorités congolaises. Pour une nation congolaise réconciliée, la République doit reconnaître et indemniser les familles de ses victimes. Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elles doivent être soumises au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Congolais, je vous salue. Bienvenue dans cette émission du CRC, une émission dans laquelle les Congolais parlent aux Congolais. Aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer sur la situation qui s'est vue au Congo. La situation des délinquants appelés communément Kuluna. Congolaises, Congolais. Cette situation n'est pas nouvelle. Elle a ses origines très profondes dans la vie politique congolaise. Cette vie politique qui a négativement influencé notre pays. Je tenais à rappeler que depuis la création du PCT, le 31 décembre 1969, le peuple congolais n'a connu que des pleurs et des grincements de dents. En effet, quelques mois plus tard, après la création de ce triste parti, M. Kinganga est sommairement abattu le 23 mars 1970 à la radio. Malheureusement, tous ceux qui s'y trouvaient, tous ceux qui passaient, tous ceux qui étaient dans les alentours ont été abattus et assassinés. Et leur dépouille est exposée afin de traumatiser la population congolaise.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter survivants, mais il n'y a pas eu de prisonniers. Ici, j'ai la photo qui a été prise ce jour, le 23 mars 1970, les survivants de ce fameux coup d'État de Kinganga. Le coup d'État de Kinganga a fait de survivants, mais les gens n'ont pas eu le courage de faire de prisonniers. Donc M. Guimenga a bien raison. Voici les survivants. Voici les Maccabées. Et sur une photo, il y a un officier qui se reconnaît facilement, c'est le colonel Obu. Je crois qu'il doit être à la mezzanine. Il pourra, n'est-ce pas? Non, non, c'est ça. Là où il y a Obu. Là où il y a Obu. Non, j'ai le double. J'ai le double. Non, Monsieur le Président, je devrais déposer. Je vous les dépose. Ce coup d'État dans lequel M. Nguesso Sassou Denis était partisan. Ce coup d'État dans lequel M. Yombi serait partisan. Quelques années plus tard, le 24 avril 1973, M. Diawara et le lieutenant Ikoko sont assassinés et leurs dépouilles exposées le 24 avril au stade Massamba Déba. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Te decer hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam ad Te omnis caro veniet. Requiem aeterna. Une fois de plus, pour traumatiser la population. Ainsi, on a rendu la mort facile au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est le régime du PCT qui a commencé à le faire. Quelques années plus tard, le 18 mars 1977, le Congo va connaître un drame très grave. L'assassinat du président camarade Marien Ngouabi. L'assassinat du président Alphonse Massamba Déba. L'assassinat du cardinal Émile Bienda. Si nous savons distinguer la passion de dire le mensonge de la stricte vérité, si nous savons séparer ceux qui peuvent momentanément avoir prise sur la mentalité des foules adoctrinées de la stricte vérité, si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par les manœuvres habiles, ni par les intérêts d'une minorité politique, tribale et clanique, alors je suis certainement aujourd'hui de ceux qui ont eu le tort de survivre et de vivre après 11 ans de détention arbitraire, sans jugement aucun, félicités et accusés à la fois. Mais cette situation argumentée par le mensonge politique peut cependant constituer une chance pour l'histoire récente de notre pays. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays
du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procédé aux arrestations jouent les innocents, alors que je me trouvais à Ouando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti fuient les responsabilités de leur propre fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikadidi, froidement abattu un an après dans un quartier de Brazzaville. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets. Aujourd'hui, nous sommes le Rassemblement pour la démocratie et le développement. Un parti qui se veut résolument dans l'opposition. Non pas une opposition contre des hommes de chair et de sang, mais contre des méthodes, contre le laxisme, contre la suffisance, contre le mépris du travail bien fait, contre l'arrogance et le mépris du peuple. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso. Je tiens à signaler qu'à ce jour, nous n'avons pas la dépouille du président Massamba Deba. Lors de la conférence nationale de 1991, il a été clairement dit que ces crimes ont été orchestrés par le ministre de la Défense d'alors, qui n'est autre que M. Nguesso Sassou Denis. Je regrette profondément que la conférence nationale n'a pas lancé des poursuites judiciaires contre ce monsieur. Quelques années plus tard, le 4 septembre 1987, M. Nguesso Sassou Denis et ses compagnons organisent un génocide à Ouando. Pour qui connaît Ouando en 1987, 3 Berdem dans cette ville était un carnage. Ce témoignage est donné par le président Yombi Opango à la conférence nationale. Dit que quand la délégation conduite par Camille Bongo est arrivée, j'ai discuté avec cette délégation. Il était question de faire enlever le barrage chez le capitaine Anga, avec le chef Ngoulou, qui est mort depuis, parce que arrêté en septembre 87, conduit directement à Oyo, il a subi des exactions et il est retourné mourir à Ouando. Je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers, j'aurai l'occasion certainement de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Ouando, mais je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Ouando. Même quand Anga a quitté Ouando, on a continué, les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied
Ikongono est à peu près à 35 km de Ouando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, un gars ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population, et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Je voulais relever ces faits pour que M. Gonzia revoie ses archives et réécrive son document, parce que je crois que c'est nécessaire, et pour lui, et pour l'histoire de notre pays, que les choses soient dites simplement, sans que les uns et les autres nous cherchions à nous dédouaner. Ce qui est important, c'est de noter que dans le cas d'espèce, Gonzia avait la possibilité, et il recevait des ordres directement du président de la République, puisque à un moment donné, le président était à Oyo, et que Gonzia était à Oyo. Donc par conséquent, il ne faut pas que on cherche à diluer les responsabilités. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population. La relation des faits qui a été celle de M. Gonzia, je me vois dans l'obligation d'intervenir. Ce faisant, je voudrais dire tout de suite que je crois qu'il est normal que M. Gonzia puisse se tromper, d'autant plus que depuis, il est terriblement monté en grade au niveau du PCT, puisque de membres du comité central au congrès de 84, je crois, il est passé aussitôt après les événements de Ouando, membre du bureau politique et permanent pratiquement au niveau du comité central. Je voulais dire que les événements de Ouando partent du 8 juillet 1987. Pourquoi le 8 juillet? C'est parce que ce jour-là, des jeunes officiers ont été arrêtés ici à Brazzaville, soupçonnés d'un coup d'État ou de complot. Dès le 10, je dis dès le 10, donc 2 jours après, Ouando a été cerné. D'abord, les troupes de la zone ont été mises en état d'alerte et partout où il y avait des miliciens, tous les bouchons ont été remplacés par des militaires en armes. Et personne ne pouvait aller à Ouando. Les premiers barrages de militaires commençaient depuis Obouya. Ce qui veut dire que si des jeunes Kouyou font un complot à Brazzaville, aussitôt c'est Ouando qui est concerné et des militaires encerclent Ouando. Le 12, mon épouse, qui allait dans un village, a été suivie par un véhicule du commissaire politique qui croyait que j'étais à bord. Et j'ai dû rencontrer le commissaire politique, encadré du directeur des services de sécurité et du commandant de zone. Et je dois préciser qu'avec son accord, il y a une rue qui part de chez moi vers chez lui. Nous avions convenu de la nettoyer parce que mes enfants venaient en vacances et il y avait un problème de serpents.
Dès que la rue a été nettoyée, aussitôt le commissaire politique a donné des ordres pour que cette rue soit coupée. Parce que, craignait-il, le général Yombi allait aller à Brazzaville prendre le pouvoir. Je continue en disant que, quelque temps après, me déplaçant pour aller au niveau de l'Oniveg prendre un ouvrier, on m'a dit que l'ouvrier était de l'autre côté du pont. Et arrivé au pont, il m'a été interdit de sortir de la ville. J'ai été voir le commandant de zone, c'est la première fois que j'entrais par là. Il m'a été signifié qu'il nous était interdit, au capitaine Anga et à moi-même, de sortir de la ville d'Owando. Et je dis que nous n'avions aucune inculpation. J'ai demandé au commandant de zone, donc 7 jours après que des officiers aient été arrêtés à Brazzaville, il nous était interdit à Owando de bouger. J'ai signifié au commandant de zone que je rentrais chez moi, que je n'en sortirais plus. Et ma famille constatant, et la famille d'Anga aussi, puisque le jeune frère d'Anga est allé pour chercher à acheter des asperges, il a été renvoyé par des militaires en disant « Et Anga et Yombi ne doivent plus sortir de Wando ». C'est à la suite de cela que je suis rentré chez moi et que ma famille est venue dans ma parcelle. Mais chez le capitaine Anga, la clôture était ouverte. Il a pris donc la précaution de faire barrer sa rue. Simple précaution. Mais en règle générale, que doit-on faire dans ce cas-là? Supposons qu'il se pose un problème de circulation, que la voie publique a été barrée par un individu. Je crois que c'est une opération de simple police. Le chef de district d'Owando, qui doit être officier de police judiciaire en règle générale, que fait-il? Il va avec 2 ouvriers de son district, enlève le barrage. Si celui qui a installé le barrage lui tire dessus, en ce moment-là, il se trouvera en état de légitime défense et demandera aux forces de sécurité d'intervenir. Ce qui n'a pas été le cas. Et quelque temps après, c'est chaque jour que des militaires sont venus à Owando. Et quand le commissaire politique dit que je n'ai pas répondu à son invitation, je dis que j'ai demandé au commissaire politique, à la fin de la lettre, qui n'a peut-être pas lu, qu'il était normal que lui aussi puisse se déplacer vers chez moi, que j'étais disponible pour la discussion, qu'il vienne chez moi. Et il dit, le premier jeune qui a rendu l'âme l'a fait dans ses bras, parce qu'il est sorti pour soutenir la population. Ce que nous appelons, nous, le génocide du Congo. Malheureusement, il y a des cadres médiocres du PCT qui traitent la conférence nationale d'escroquerie nationale. En l'occurrence, M. Parfait Ilouki. Je me demande pourquoi est-ce que tous les êtres médiocres se retrouvent au PCT. J'étais très jeune, suivant la télévision avec mon père, quand le premier ministre d'Acosta traitait ce gouvernement des êtres médiocres. Choqué, je posais la question à mon père. Mon père me regarda et me dit, mon fils, il me manque des mots, mais je n'aimerais pas influencer ton jugement. Je sens que tu t'intéresses à la vie politique de notre pays, tu grandiras et tu te feras ton opinion personnelle. À mon plus grand regret, maintenant que j'ai grandi, je regrette que nous ayons laissé tout ce temps à ces médiocres, à ces criminels de diriger notre pays. Après la conférence nationale de 1991,
les Congolais ont décidé d'organiser des élections libres, démocratiques, apaisées, afin d'élire un président de leur choix. Suite à cette élection, Son Excellence, le professeur Pascal Lissouba, fut élu. Je tiens à signaler que M. Nguesso Sassou Denis a été éliminé dès le premier tour, avec moins de 17% des suffrages exprimés. Sans aller au deuxième tour, M. Kolela Bernard et M. Lissouba Pascal. À la suite de cette conférence nationale, il a été dit que M. Nguesso Sassou Denis aurait assassiné au moins 3000 Congolais entre 1979 et 1992. Une fois que M. Nguesso Sassou Denis a perdu le pouvoir, nous avions cru, les Congolais avaient cru, que ce monsieur allait prendre sa retraite tellement il avait échoué. Malheureusement pour nous, le monsieur s'est créé un exil propre à lui, où il est allé chercher des forces extra-congolaises, des Angolais, des Rwandais, les Fardésis, les Faz, des Tchadiens. Il y a une vidéo sur la chaîne nationale du Tchad, après le décès du président Idriss Déby, où les journalistes ont dit que si M. Nguesso Sassou Denis est revenu au pouvoir, c'est parce que les forces armées tchadiennes l'avaient aidé pour chasser le président élu démocratiquement au Congo. Lors de son fameux coup d'État du 5 juin 1997, qui a causé au moins 400 000 morts au Congo-Brazzaville. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a une heure ou deux, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur putain. Piège, ça c'est le piège, c'est quoi? Ça c'est piège. Casser la maison de tout, qu'est-ce que ça c'est casser la maison? Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est de savoir si les troupes
du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Les soldats du gouvernement n'ont pas cessé de tirer sur les quartiers populaires et tout autour de l'aéroport. Pilonnages aveugles. Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous sommes escortés par la Légion étrangère. Mais là, impossible d'aller. À son retour au pouvoir, M. Nguesso Sassou Denis ne s'est pas assagi. Il a continué à tuer les Congolais. Je tiens à rappeler qu'en 92, quand M. Nguesso Sassou Denis perd le pouvoir, nous avons le témoignage de son neveu qui le dit, qu'il avait décidé d'empêcher le président Pascal Lissouba, qui fut choisi par les Congolais, de gérer. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir Lissouba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc, ben oui. Il faut le lui rappeler, puis le vieux a tendance à oublier. Dit que ce sont des acteurs, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas aussi affaiblis. Ils ne sont pas aussi mis hors de cause. Mais c'est des gens qui observent et qui respectent le président. Mais attention, attention. Peut-être, hein, lui croit peut-être avoir mis ses parents, mais ils n'ont pas l'expérience de la guerre. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. C'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. On a aussi des forces en attente, dormantes. Hein? Parce que
qu'on le veuille ou non, le gâteau tel que posé sur la table où chacun s'enchevrette pour venir s'assurer avoir un bon morceau. Mais ce gâteau-là, c'est nous qui sommes allés le chercher. Hein. Tu me connais. On a mené les combats ensemble jusqu'à la prise du pouvoir 97. On a travaillé ensemble, tu sais. Mais j'observe, vieux. Je suis respectueux de cet homme-là, le président. Donc, après son retour, en 1997, au pouvoir, ayant la peine de maîtriser les populations congolaises, surtout ceux qui ne voulaient pas le voir revenir, M. Nguesso Sassou Denis va plonger dans les profondeurs du tribalisme. Je vous rappelle son fameux discours de Talangaï en 1999, où il demande aux mamans de la partie septentrionale du Congo de lui donner leurs enfants afin qu'ils aillent combattre leurs frères et sœurs, afin qu'ils aillent assassiner leurs frères et sœurs de la partie méridionale du Congo. Tout dictateur a besoin d'un minimum de base sociale pour durer au pouvoir. Ici, Sassou resserre sa base sociale en agitant le spectre d'un pogrom de nordistes s'ils ne le suivent pas aveuglément. Cette vision à courte vue contribue à éloigner le rêve de construire une nation, loin de la promesse des pères fondateurs Fulbert Youlou et Jacques Opango. Pour maintenir cette situation, Sassou compte sur l'exercice permanent de la violence en oubliant qu'aucune situation n'est éternelle. L'esclave finit toujours par se libérer. Sassou prouve ici qu'il est le principal mal de ce pays. Tout est dans le discours qui va suivre. Il a été prononcé le dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Gouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel, je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message. Et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des Ninja et des Cocoyeux, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes?
Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Acclamation frénétique et prolongée, la foule applaudit. Silence. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 97. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Ces jeunes, les jeunes qu'il a manipulés en 92-93, les jeunes qui l'ont conduit lors de son coup d'État du 5 juin 1997, les jeunes qu'il a demandé aux femmes congolaises n'ont pas été récompensés. Ils ont été abandonnés, car ils ne pouvaient pas recruter tous ces jeunes-là dans les forces armées congolaises. Je tiens à rappeler que M. Nguesso Sassou Deni a ordonné à ses miliciens de piller les quartiers sud de la partie, les quartiers méridionaux de Brazzaville. Ces jeunes qui avaient pris goût dans le pillage, dans le crime, d'une façon impunie, ont grandi dans ça, ont élevé leurs petits frères dans ça, ont élevé leurs fils dans ça. Les causes sont profondes et graves. Je tenais à rappeler qu'en 2007, personnellement, j'ai été victime de ces miliciens non contrôlés de M. Nguesso Sassou Deni. En effet, lors d'une nuit de 2005, entendant mon père crier au secours, je sortis de mon appartement. Heureusement pour moi, en sortant, je trébuche. Au moment que je tombe, l'un des miliciens, en treillis, tire sur moi. Mon voisin, que je n'aimerais pas, mais que j'appelle affectueusement Moleka, qui a suivi la scène, a cru que j'étais mort. Et même ces miliciens avaient cru que j'étais mort. Ces miliciens, 2 jours plus tard, sont revenus dans notre zone et ont assassiné un monsieur à 2 pâtés de chez nous. C'est pour vous dire que ce n'est pas nouveau ces crimes. Ce n'est pas nouveau ce mouvement. En 2015, avant le référendum, nous, les jeunes de l'opposition, qui nous battions contre le référendum, nous tenions une réunion à Wendy. J'ai souvenance qu'un policier est venu nous voir pour nous dire d'arrêter la réunion et de partir. Parce que, je le cite, Idever Moigny aurait armé de machettes ces jeunes que nous appelons Kuluna afin de terroriser les opposants. La question que je me pose, pourquoi maintenant M. Nguesso Sassou Deni se met à traquer ces délinquants? Pourquoi, quand M. Clément Mierassa, président du PSDC, a été violemment agressé chez lui à domicile, avec ses militants, pourquoi il n'y a pas eu enquête alors qu'il a porté plainte? Pourquoi M. Kalakala, qui a été enlevé, torturé,
qui est mort quelques mois plus tard, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu enquête? Le compte des crimes de Sassou Nguesso n'est pas encore soldé. Nous venons d'enregistrer une nouvelle victime. Le journaliste Augustin Kalakala est décédé le dimanche 5 mai 2019. Cadre de la Convention pour l'action, la démocratie et le développement, des proches de l'ancien ministre Okombi Salissa. Augustin Kalakala avait été enlevé le 7 octobre 2016 et retrouvé le 21 octobre 2016 à l'entrée de la morgue municipale de Brazzaville après une séquestration et subi des mauvais traitements cruels et dégradants. Comme le bâtonnier Hervé Ambroise Malonga et bien d'autres victimes, il a été rongé par le poison administré par le pouvoir de Sassou Nguesso qui a pour homme de main Raymond Zéphirin Mboulou, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndingué. La semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches, il était porté disparu. Depuis le 29 septembre dernier, il avait été enlevé par des hommes armés et encagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi Salissa, dont il est le bras droit. Cet ex-candidat à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kalakala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service, si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas, il ne peut pas marcher, et il a des grosses plaies partout. Et puis enflé par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps dans des sacs, enfermé, tabassé. On lui demandait où se cachait ton chef, où est X, Y, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait son chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. Pourquoi, comme M. Lassibouti a été torturé, enlevé, torturé, jeté pour mort dans un cours d'eau que nous appelons communément à Brazzaville, Matoukou, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête? Bonjour peuple congolais, je suis Maïmouna Guépo et je partage ma vie avec Lassi Guichi depuis plus de 7 ans. Nous avons 3 enfants. Comme vous le savez tous, mon mari Lassi Guichi a été arrêté et enlevé par des hommes armés en civil devant moi et les enfants. C'était le 11 mai 2025 dans la matinée. Ils nous ont localisés, ils ont pris Lassi, ils l'ont bandé les yeux et ils sont rentrés dans leur voiture noire et ils sont partis. Quelques jours avant, Lassi était victime d'une agression. Cela fait déjà plus d'une année que nous changeons de maison chaque mois pour des raisons de sécurité. Même si Lassi n'a jamais voulu que je me mêle de ses activités politiques ou de m'afficher publiquement, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler parce que je suis inquiète, car cela fait plusieurs jours que nous n'avons pas les nouvelles de Lassi. Lassi n'est pas un voleur, il n'est pas un criminel, il n'est pas un terroriste, il ne fait que dénoncer les injustices sociales dans notre pays. Je suis donc très inquiète de la disparition de Lassi et je demande au peuple congolais de m'aider à retrouver Lassi. Je remercie également tous ceux qui se sont mobilisés depuis l'enlèvement de Lassi. Je vous dis vraiment merci. Est-ce parce que les miliciens incontrôlés de M. Nguesso Sassou-Nguesso ont attaqué un monsieur qui est proche du gouvernement? Vous comprenez bien que c'est 2 poids 2 mesures. Parmi les criminels, on a retrouvé un monsieur qui avait condamné
pour meurtre dans la Bouendia du secrétaire général de ce département. On l'a retrouvé en liberté à Brazzaville. Comment est-il sorti? Nous avons des témoignages. Des policiers disant aux populations de faire justice par elle-même parce que la police finit par libérer ces délinquants. Il est triste de constater que le Congo est tombé si bas. Quand nous avions été agressés chez nous à domicile, mon père avait porté plainte, mais elle est restée sans suite. Chaque fois qu'il allait au poste pour faire le suivi de cette plainte, on lui demandait de l'argent. Fatigué, il a abandonné. Vous comprenez à quel niveau nous sommes tombés. Bon, je ne dirais pas nous, je dirais le régime tyrannique de M. Nguesson. La Constitution congolaise de 2015, changée par M. Nguesson, dans son article 9, interdit la peine de mort. Cette condition pour laquelle M. Nguesson a fait tuer au moins 60 Congolais. Vous comprenez qu'il ne la respecte pas. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. 20 octobre 2015. Pointe-Noire est en ébullition. Des manifestations contre le projet de changement de la Constitution par référendum éclatent. Les forces de l'ordre réprimandent le mouvement de le sang. Bilan: 20 morts par balle et des dizaines de blessés. Mbungu Mumbouari Gaston Richard, 22 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Selon le récit recueilli, Richard traversait l'avenue Marion Gwabi avec 2 de ses frères. Il revenait de la parcelle de ses voisins où il était parti se laver. Il aurait alors reçu des balles tirées depuis un véhicule de marque Toyota BJ75 circulant sur la grande avenue Marion Gwabi vers le fond de Tchétché, avec à son bord plusieurs hommes en armes coiffés de bérets rouges et noirs. Transporté à l'hôpital de Luangili, il mourut quelque temps après. Richard était cultivateur à Muboti. Il laisse une femme avec 2 enfants à bas âge. Loupé Lukembo Jean-Pierre, 31 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. D'après le témoignage recueilli, l'intéressé aurait reçu une balle tirée depuis un véhicule Toyota par des hommes en uniforme, au visage encagoulé, pendant qu'il traversait l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, au niveau de l'église kimbanguiste de Mpaka. Alerté, le frère aîné du défunt s'est dépêché sur le lieu du drame et le transporte ensuite au centre de santé de l'église évangélique du Congo, Mpaka, pour y recevoir les premiers soins. Jean-Pierre mourra quelques instants plus tard de suite d'une forte hémorragie. Il était agent de la société Asperbras et travaillait sur le chantier de construction de l'hôpital de Nanga. Il laisse 6 enfants et 2 femmes. Mounokiv Michel Vertu, 20 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Selon sa famille, Michel était sorti de son domicile au quartier Moulembo, Tchétché, pour aller visiter sa grand-mère en Mpaka 120. Il a été interpellé au marché de Fond Tchétché, aux environs de la clinique Mangembo, par des hommes en armes. Et ceux-ci ont ouvert le feu sur lui, le tuant sur le coup. Ses parents ont été informés par un riverain, témoin du drame. Michel était élève au centre professionnel des Salésiens de Don Bosco où il apprenait la soudure. Il laisse un enfant en bas âge. Hombesa Muyengo Saturne, 17 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Saturne faisait partie des manifestants qui marchaient vers la brigade de la gendarmerie de Mpaka. Pendant que les éléments de la force publique tentaient de les disperser, Saturne reçoit 2 balles dans sa cachette tirées par des hommes en uniforme au visage encagoulé. Il sera ensuite embarqué dans le véhicule de la police où il a trouvé la mort. Son corps sera déposé plus tard à la morgue municipale de Pointe-Noire.
Saturne était élève en classe de 3e au CEG Pierre Tchikaye de Bampire de Mpaka. Nzaou Giscard, 33 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Il était sorti de chez lui dans la matinée du 20 octobre 2015 pour se rendre à son atelier de soudure suite à un appel des voisins, l'informant que des jeunes du quartier avaient pris ses outils de travail pour ériger une barricade sur l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, arrêt maternité. Arrivé sur les lieux, alors qu'il s'apprêtait à ranger le matériel de son atelier, il est atteint d'une balle tirée par un militaire béret rouge en faction à environ 300 mètres de son atelier. Sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue municipale par un béret noir en pleine patrouille qui le connaissait et qui informera ensuite ses parents du drame. Giscard était maître soudeur avec 5 apprentis et père de 2 petites filles. Nzoanzoa Frondry, 26 ans, célibataire sans enfant, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Dans la matinée du 20 octobre 2015, il était sorti de chez lui, quartier Vungu 1, pour le garage où il apprenait la mécanique. Puis il décida de retourner chez lui car la police était en train de disperser les manifestants. C'est à ce moment qu'il a reçu une balle sur le crâne à la station-service Puma de Vungu et tomba. Transporté par un groupe de jeunes à l'hôpital de base de Tchétché, il fut dirigé à l'hôpital Assisi car son état était critique. Il mourut en route. Son corps fut transporté à la morgue municipale de Pointe-Noire. Ses parents qui, ne le voyant pas revenir à la maison, entreprirent des recherches dans les commissariats de police et centres hospitaliers de la ville, retrouvèrent sa dépouille finalement le 24 octobre 2015 à la morgue. Nzaba Mbemba Moïse Galem, 30 ans, tué par balle le 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Il meurt sous les balles des militaires dans les événements du 20 octobre 2015 à Pointe-Noire. Ses parents ne seront autorisés à l'inhumer qu'après obtention d'un certificat consécutif à l'identification de son corps sur requête du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Moussunda Moukala Grace Destin, 23 ans, père de 2 enfants, tué par balle le 20 octobre 2015. Sorti le matin du 20 octobre 2015 de chez son oncle, avec qui il vivait au quartier Vungu, Grace Destin ne reviendra plus à la maison. Les recherches entreprises dans les commissariats de police ont été vaines. Ses parents seront informés plus tard de son admission à l'hôpital Adolphe Cissé, au service de réanimation, de la journée du 21 octobre 2015. Il avait été atteint d'une balle sur l'avenue de l'Indépendance, route de Patra, en Mpaka, tiré par des hommes en uniforme depuis un véhicule Toyota de marque BJ75 qui dispersait la foule. Il mourut que le 22 octobre 2015 vers 3 h du matin. Destin était stagiaire à la société Cédra Marine, au service informatique, société spécialisée dans l'envoi de la main-d'œuvre en mer. Un recours a été déposé le 24 octobre 2018 auprès du ministre de la Justice et des Droits humains. Il reste sans suite. Sur les 20 victimes des événements du 20 octobre 2015, seules 9 familles ont donné leur accord pour la publication de leur cas. Les 11 autres familles sont toujours dans la peur des représailles et de la résignation. Les victimes du 20 octobre 2015 n'ont pas été reconnues par les autorités congolaises. Pour une nation congolaise réconciliée, la République doit reconnaître et indemniser les familles de ces victimes. Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi et doivent être soumises au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. D'ailleurs, il n'a jamais respecté aucune condition au Congo. La seule chose qui compte pour M. Nguesso Sassou de nous, c'est la violence. Je vous rappelle qu'il a fait une sortie où il dit qu'il reconnaît les crimes commis dans le pool l'ont été par la DGSP. Nous savons tous qu'il y a eu un génocide dans ce département du Congo-Brazzaville. Et lui, il le reconnaît. Bon, tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple,
si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Il est triste de constater que nous laissons un individu aussi inculte diriger notre pays. Pourquoi nos jeunes sont abattus? Posons-nous la question. Qui a mis le pays en difficulté? Où sont passés les 133 000 milliards? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Qui ont disparu. Où sont passés les 14 000 milliards des générations futures, soit 5 ans du budget congolais? Où sont passés les fonds du FIGA? Avec cet argent, on aurait pu bâtir les écoles, créer des entreprises pour la transformation de nos matières premières en produits finis, soit créer de l'emploi et instruire ces jeunes, trouver du travail à ce jour. Mais d'abord, pour les causes que nous n'avions qu'à observer, au niveau des gouvernants, il manque un encadrement de la jeunesse. Vous n'avez qu'à remarquer au niveau des arrondissements, dans le plan urbanisme, il manque les centres sportifs. Donc les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a plus des endroits de vente de débit de boissons que des clubs de sport où les jeunes peuvent s'émanciper et penser à autre chose. Mais les conséquences aujourd'hui, nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Vous allez vous-même remarquer le nombre de taux de banditisme. Il y aura des quartiers que vous n'aurez même plus à accéder parce qu'à partir de 20h, il ne faut plus traîner. Parce que si vous avez votre téléphone en main, les jeunes là, ils vont vous ravir. Vous verrez toujours des jeunes dans des coins de rue avec des cigarettes et fumer le chanvre. Regardez, aujourd'hui, quand on dit la personne est incarcérée à la maison d'arrêt, vous voyez, au niveau des maisons d'arrêt, nous avions des centres de formation. Vous avez des métiers, la menuiserie et autres. Mais si aujourd'hui, en prison, quand on incarcère un jeune, on lui apprend à pratiquer un métier. Mais c'est pour que demain, quand il ressorte de là, qu'il ne soit plus bandit, qu'il pratique, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, là même, le monde a évolué? Nous ne pouvons toujours pas continuer avec notre système éducatif où on n'apprend pas aux jeunes un métier
On ne va pas toujours continuer dans l'histoire où on est toujours dans la littérature, la géographie, l'histoire de l'Europe, et tout comme ça, alors qu'on peut préparer des gens à une formation à court terme qui le met directement dans une vie active. Quelque part, la responsabilité revient sur les parents qui ne prennent pas au sérieux leur devoir. Quel genre de devoir? Le devoir de conseiller, le devoir d'éduquer leur enfant. Du coup, l'enfant, quand il est dans la rue, quand il se promène, il peut passer à des actes pas trop bien, comme le braquage, comme tout ce qui est violent, tout ce qui est violent. Mais cela n'est pas, pour remédier à cela, pour pallier à cela, il faudra que, quelque part aussi, à mon avis simple, il faudrait que le gouvernement aussi prenne en charge cette situation. Ouvrir des écoles d'ateliers pour ces gens, pour ces jeunes, pour nos jeunes qui sont dans la rue, les conscientiser. Nous avons un ministère de la jeunesse qui aujourd'hui, c'est leur devoir à eux de rassembler ces jeunes-là qui sont dans les coins de tous les coins de Brazzaville, de les rassembler, de leur donner une opportunité, de leur donner peu importe la manière, ne fût-ce que même leur apprendre comment chercher de l'argent. Ouvrir des ateliers, soit de couture, soit de garage, soit de mécanique, peu importe. Ce sont les moyens auxquels, si aujourd'hui un enfant qui se débrouille, qui a un gagne pas la fin du mois, je ne vois pas comment il va se jeter dans la rue pour menacer les gens. Pour qui a étudié au Congo-Brazzaville, pour qui a étudié Guy Menga, il sait très bien que Guy Menga disait « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Ces jeunes oisifs, entretenus par M. Nguesso Sassou Nguesso, sont tombés dans la délinquance. Et celui qui est à l'origine de cela n'est autre que M. Nguesso Sassou Nguesso. Où sont passés l'argent des générations futures? Vous suivez les déclarations de M. Nguesso Sassou Nguesso. Quand il parle des bourses, il dit, au lieu de demander 3 milliards, on lui demande à lui 9 milliards, alors qu'on doit verser 3 milliards aux étudiants. Et il se pose la question où sont passés les 6 milliards. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Nyenye soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Ce monsieur est-il sérieux? Est-il sérieux, monsieur Nguesso Sassou Denis? 6 milliards? Toi, tu décaisses 6 milliards et 9 milliards? Tu ne sais pas où pas 6 milliards? Il est sérieux? Peuple congolais, à nous de prendre nos responsabilités. Il est à l'origine de ce que nous vivons. Ce qui m'attriste encore plus, c'est que ni la justice ne rappelle M. Nguesso Sassou Denis à l'ordre,
ni le Parlement, ni le Sénat, qui sont des institutions qui devraient être respectables au Congo. Malheureusement pour nous, comme disait le président Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Nous comprenons aisément que tant que M. Nguesso Sassou Deni sera au pouvoir, la seule institution forte restera M. Nguesso Sassou Deni. Parce que vous comprenez, et il a dit, celui qui a décidé que la milice appelée DHSP commette ces crimes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête? Pourquoi ces jeunes ne sont pas assassinés? Pourquoi est-ce qu'on ne mène pas des enquêtes pour savoir qui est à l'origine de cela? Ils savent qu'ils seront incriminés. Dans les réseaux sociaux, vous avez suivi des gens dire que le fils de M. Nguesso Sassou Deni, le dénommé Ombende, était le parrain des criminels, des délinquants. Pourquoi lui n'est pas abattu? Parce qu'il est fils d'eux. Et pourquoi les autres sont abattus? Nous ne voulons pas un Congo des fils d'eux. Nous voulons un Congo pour tous. Que celui qui commet un crime soit jugé. Qu'il ait des enquêtes, qu'il soit jugé. S'il est reconnu coupable, qu'il soit condamné. Pourquoi, à l'orée des élections présidentielles, M. Nguesso Sassou Deni décide de tuer ces jeunes? À mon humble avis, il veut traumatiser la population congolaise. Comme il n'a jamais gagné une élection, comme il a toujours triché, afin d'éviter que les populations congolaises descendent dans la rue pour manifester contre une énième forfaiture de M. Nguesso Sassou Deni, il se met à nous traumatiser. Peuple congolais, congolaises congolais, j'estime, comme disait Martin Luther King, la pire chose de l'humanité n'est pas la méchanceté des mauvais hommes, mais le silence des gens bien. Le cas échéant, c'est nous qui sommes en train d'échouer. C'est nous qui laissons M. Nguesso Sassou Deni à la tête de notre pays commettre, détruire ce beau pays. Je tiens à rappeler que le sulfureux Robert Bourgi, le Libano-français Robert Bourgi, a dit que lors d'une visite à Brazzaville, il a demandé à M. Nguesso Sassou Deni pourquoi est-ce que l'université de Brazzaville était dans un état de délabrement avancé. Ce dernier a souri et n'a pas donné de réponse. Tout simplement parce qu'ils sont fous de la jeunesse congolaise. C'était la compréhension de monsieur du sulfureux Robert Bourgi. On ne peut pas accepter que ces choses continuent pour qu'on partage. Je ne peux pas accepter, j'ai du mal à voir que notre jeunesse soit abattue sommairement. Congolaises, Congolais, comme le disait le président Pascal Lissouba, ce n'est pas l'opinion internationale qui va résoudre la crise du Congo-Brazzaville, mais c'est nous. Nous devons prendre exemple sur nos illustres prédécesseurs, sur l'abbé Fulbert, sur Massamba Diba, sur Mariam Wabi, sous le président Yombi, sous le président Lissouba. Nous devons faire honneur à nos parents qui ont combattu et qui ont fait chuter M. Nguesso Sassou Deni en 1992. Je terminerai en disant qu'il est né en vain. Celui qui, ayant la rare chance de naître humain, le réel, il est né en vain. Celui qui, ayant la rare chance de naître congolais, ne réalise pas qu'il doit combattre la dictature et se battre pour la démocratie et la justice sociale pour tous. Je vous remercie. Papa.